Bonsoir à tous, merci beaucoup, vous êtes nombreux, c'est super, je vois quelques visages familiers. Merci beaucoup aussi à l'équipe de la médiathèque de cet accueil. Merci à Marianne Mollier, elle n'est pas là, mais c'est elle qui m'a conviée à faire cette conférence. Et donc merci aussi à Margot, à Catherine de leur accueil ici. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la musique baroque à Pau, je me suis dit qu'il était peut-être important de revenir un peu sur quelques éléments de définition parce que je ne sais pas du tout si vous êtes férus de musique baroque ou pas. D'ailleurs, on a fait une petite sélection à la fin. Vous pourrez aller voir quelques CD, quelques DVD. Donc le terme baroque, qui à l'origine s'applique à l'architecture et aux arts décoratifs, désigne un style exubérant né en Italie, mais qui va connaître au cours du XVIIe siècle une expansion dans toute l'Europe. Donc j'ai mis quelques éléments de définition. Donc la musique baroque traduit une nouvelle conception du monde, puisque l'homme du Moyen-Âge et celui de la Renaissance également se voyaient uniquement créé à l'image de Dieu, et sa musique était censée refléter la perfection divine. Alors qu'à l'époque baroque, l'homme se perçoit comme un être sensible, animé de passion, et la musique ne doit plus s'adresser à Dieu seul, mais aux hommes. C'est une musique d'affect qui se sert de figures musicales comme moyen d'expression des sentiments, des états psychologiques. Quelques exemples: une musique torturée sera utilisée pour exprimer la douleur. Une mélodie qui monte va évoquer l'exaltation de l'état amoureux. Une ligne qui descend au contraire pourra évoquer les ténèbres et la mort. La musique baroque est un art de l'illusion qui ne prétend pas révéler le monde dans sa réalité objective, mais au contraire le présenter comme un vaste théâtre. Cette musique s'exerce essentiellement au sein de deux institutions qui correspondent chacune à des lieux spécifiques, à des styles musicaux particuliers et aussi à des fonctions sociales bien précises. La musique sacrée, qui est jouée la plupart du temps dans les cathédrales, dans les églises, au temple, s'adresse à l'ensemble de la société et doit assurer un rôle important d'édification du peuple. Et pour l'exemple de Pau, nous serons amenés à y revenir. Puis nous avons la musique profane, que nous avons pu conserver et que nous connaissons mieux, qui est liée à la société de cour, puisque c'est sous le patronage des rois ou des membres de la noblesse que le musicien va s'assurer des revenus confortables et une existence paisible. Donc, d'ores et déjà, je voudrais préciser que par le terme société, je vais essentiellement traiter durant cette présentation la société aristocratique. C'est elle qui a accès à la musique instrumentale et opératique, aux airs de cour, aux chansons polyphoniques que nous pourrons écouter ensemble. Il se peut toutefois que nous découvrions également à Pau quelques tentatives d'ouverture à un public plus large, que ces tentatives soient accomplies ou bien avortées. Alors, pour revenir un petit peu aussi à des éléments de définition, je voulais vous préciser que deux bornes délimitent symboliquement la période musicale baroque. La mort de Jean-Sébastien Bach en 1750 marque la fin de cette époque baroque, et l'année 1600, avec un événement qui n'est pas totalement éloigné de notre problématique du jour, ouvre cette période qui succède à la Renaissance. C'est avec la création de l'opéra en un prologue et 6 scènes qui s'appelle l'Euridice de Peri, le 6 octobre 1600, dans la Sala Bianca du Palais Pitti à Florence, que notre histoire débute.
Le texte d'Ottavio Rinuccini est dédicacé à Marie de Médicis, car c'est dans le cadre du mariage par procuration d'Henri IV et de Marie de Médicis que cet opéra est créé, au milieu de toute une série de festivités, des pièces de théâtre, des bals et banquets. Marie de Médicis, bien évidemment, est présente. Henri IV est quant à lui représenté par son grand écuyer, le duc de Bellegarde. Mais en France également, les compositeurs vont honorer cette nouvelle reine de leurs chansons, à l'instar de Eustache Ducouroy, sous-maître de la chapelle et compositeur de la chambre du roi de 1595 à sa mort en 1609. Voici un premier exemple de chanson à 4 voix, une chanson donc polyphonique, telle qu'elle pouvait être composée à cette époque charnière entre un art encore héritier de la Renaissance et l'esthétique opératique baroque. Alors peut-être avez-vous pu remarquer, pu entendre la rythmique particulière de cette musique, vous la voyez également à l'écran, qui est faite d'une succession de valeurs longues et de valeurs plus rapides. Cela lui confère une certaine solennité et cela permet, peut-être l'avez-vous entendu également, une meilleure intelligibilité du texte. Comme cette chanson en l'honneur de Marie de Médicis, une autre chanson mesurée à l'antique, c'est le nom de cette forme musicale qui consiste à faire épouser à la mélodie le rythme des vers, fut composée par Eustache Ducouroy en l'honneur cette fois-ci d'Henri IV. Et nous allons également en écouter un petit extrait.
Voilà, donc vous avez pu entendre également, bien évidemment, le roi est largement mis à l'honneur. Et ce sera finalement un peu ça que l'on verra aussi aujourd'hui. Comment la musique, même au début du XVIIIe siècle, sera la mise en évidence, la mise en valeur des hauts faits de la monarchie. Pour en revenir à Henri IV, donc après des années de guerre civile, c'est sous l'action de ce souverain, roi de France et de Navarre, que la paix intérieure et extérieure est enfin conclue. Puisque durant le printemps 1598, soit 2 ans avant le mariage, l'édit de Nantes, qui instaure les conditions de la coexistence pacifique entre les catholiques et les protestants, et le traité de Vervins, qui entérine la réconciliation avec l'Espagne, sont signés. Dès lors, les divertissements de cour peuvent prendre le pas sur les appels des corps et le fracas des armes. Certes, Henri IV ne fonda rien de comparable à l'Académie de poésie et de musique que son cousin Charles IX mit en œuvre, ni à la confrérie de Sainte-Cécile créée par son prédécesseur Henri III. Mais il ambitionna d'avoir une cour brillante à l'image de ses cousins valois. Le musicologue Castille-Blaze signale ainsi qu'après la mort de son prédécesseur, Henri IV souhaita rétablir la chapelle musique et ordonna qu'elle chantât tous les jours une messe en musique pour la conservation et la conversion de Sa Majesté. Malgré des débuts chaotiques, le règne d'Henri IV n'est donc pas, dans le domaine musical, le désert que l'on décrit parfois. Au contraire, les effectifs des musiciens du souverain témoignent d'un goût prononcé pour la musique. Dès 1590, la maison du roi comptait 12 joueurs d'instruments et 9 chantres. Désireux de conforter plus encore le prestige de sa musique, Henri IV créa en 1592 la charge de surintendant de sa musique de chambre, puis en 1594 celle de compositeur. Ainsi, écrit encore Castille-Blaze, ce prince dilettante eut recours à la musique qu'il employa pour égayer sa cour et pour se procurer quelques délassements agréables des fatigues et des chagrins que lui causait la guerre civile. Au-delà de la simple recherche d'une distraction, le rétablissement de la musique et des divertissements au sein de sa cour constitue, selon moi en tout cas, un acte fort par lequel Henri IV affichait aussi sa volonté d'asseoir son autorité et d'affirmer le rôle politique qu'il attribuait à la musique. On va en revenir à Pau, hein. Ne vous inquiétez pas, avec cette question, est-ce que ce rétablissement de la musique royale est un reflet plutôt d'un amour véritable pour la musique ou d'un souci de la tradition? Est-ce que les actions de ce souverain en faveur des arts reflètent une éducation particulière en la matière? Et là encore, il faut dire que loin de la légende du petit prince élevé au milieu des paysans à la dure qui couraient les pieds nus dans la campagne pyrénéenne, Henri IV, Henri de Navarre à cette époque, reçut, selon les dessins de sa mère Jeanne d'Albret, que vous avez donc à l'écran, une éducation complète, tant politique qu'artistique. Jeanne d'Albret est fille de l'illustre Marguerite de Navarre. Elle est reine d'un royaume dont elle souhaita toujours affirmer l'autonomie. Et elle va donc s'employer à donner à ses enfants, par une éducation rigoureuse, les armes nécessaires à l'accomplissement des devoirs de leur rang. Henri de Bourbon, il apprit donc les langues, la littérature, il apprit bien évidemment le maniement de l'épée, il apprit également à monter à cheval, il s'adonnait à la chasse, mais il va recevoir également une éducation musicale, discipline indispensable à la formation de l'honnête homme. Et c'est pour ça que je vous ai mis au tableau également le livre du courtisan de Castiglione, qui était un peu le livre de chevet des princes et princesses de ce temps. Registre des recettes et des dépenses de la cour de Navarre, l'inventaire également des richesses du château de Pau, certaines archives notariales et également des anecdotes relevées par les historiographes
permettent de retracer la vie quotidienne de la cour de Navarre, à Pau notamment, et également à Nérac, durant la jeunesse du futur Henri IV, et de nous donner un petit aperçu sur les goûts musicaux des souverains et de leur entourage. Un document, notamment, porte un éclairage intéressant sur la présence effective de la musique à la cour de Navarre, puisqu'en 1535, Pierre de Bieix, abbé de Luc en Béarn, chancelier de Foix et de Béarn, dresse la liste d'une quarantaine de livres conservés à Pau, parmi lesquels figurent les Écritures saintes, bien sûr, des romans de chevalerie, des récits de bataille, des traités médicaux, mais également des livres de chansons, en langue occitane et en français. Et de cet inventaire, dressé certes sous le règne d'Henri d'Albret, mais quand même, on se dit que, bien évidemment, la musique devait être aussi présente avec Jeanne d'Albret, transparaît l'indication suivante: on chantait bel et bien à la cour de Navarre, tout au moins on aimait les chansons. Alors malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé trace de cet ouvrage, mais pour illustrer mon propos, je vous propose quand même d'écouter une chanson en langue occitane, puisque bien évidemment, la présence de ce souverain de Béarn ensuite à la cour de France va influencer ces musiciens. Vous avez ici un compositeur protestant, Claude Lejeune, qui va figurer parmi les musiciens de ce souverain. Et nous allons écouter du coup une chanson publiée en 1585 en langue béarnaise. Donc une chanson polyphonique, hein, beaucoup plus festive, vous avez pu l'entendre, on a envie de danser dessus avec des rythmes bien évidemment ici beaucoup moins solennels que les pièces précédentes, hein, bien sûr. Et puis un côté très populaire également. Alors je voulais vous en faire écouter une autre. C'est une autre chanson, toujours gasconne, toujours de Claude Lejeune, qui est parue dans un autre ouvrage, le livre de mélange, mais cette fois-ci le numéro 2. Nous sommes en 1612. Et bon, bah, peut-être que du coup, je vous fais entendre avant pour vous en parler après.
sais pas déjà si vous avez un petit peu des idées de qu'est-ce qui distingue l'un et l'autre, parce qu'on est quand même là aussi pour parler de musique baroque, pas seulement de la cour béarnaise. Je voulais vous faire entendre là un chant d'une autre esthétique. Tout à l'heure, le premier exemple, c'est une chanson polyphonique qui est dans la lignée des chansons polyphoniques de la Renaissance. Vous avez peut-être entendu, il y a ce qu'on appelle des contre-chants en musique, c'est-à-dire que certaines voix, alors qu'elles vont tenir une note, d'autres voix vont passer en dessous ou au-dessus. Hein. Donc on a une écriture contrapuntique, ça s'appelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine indépendance des voix, alors que dans le second, ben, plus du tout. Vous avez un chanteur qui énonce tout seul un petit extrait de la musique, et ensuite vous avez comme si un chœur lui répondait. Donc une sorte de technique responsoriale qui permet tout simplement, là encore, une meilleure compréhension du texte. Et donc là, on voit que Claude Lejeune est un compositeur qui a un temps été dans la Renaissance, et puis ensuite, là, il a mis un pied dans l'esthétique baroque, avec un pas vers l'opéra également, hein, vers en tout cas le style récitatif qui va nourrir l'opéra. Donc on reste dans l'esprit assez populaire, conforté aussi par l'usage de la langue, hein, mais on est un petit peu plus du côté de ce que l'on appelle l'air de cour, puisque on est quand même à Paris aussi, hein, à ce moment-là, voilà. Et donc même après l'assassinat, on continue à composer des musiques en langue béarnaise. Ça sera également le cas de compositeurs comme Moulinier, par la suite, qui serviront Louis XIII. Alors, pour en revenir quand même à la cour de Navarre, un point d'ancrage de notre réflexion, je voulais vous signaler que les registres des comptes viennent confirmer l'importance que tenait la musique à la cour de Navarre. On fait état des rémunérations attribuées à certains instrumentistes. Et donc je voulais vous montrer un petit peu certains instruments. Bon, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais ça peut vous donner une petite idée. Donc à la cour de Navarre, on trouvait notamment un joueur de mandore, un basque, nous dit-on, Janico de Souston. On avait également un organiste, Mathieu Garbonel, un joueur de tambourin, et puis on avait également un joueur de luth, un joueur d'épinette, un chanteur basse-contre de la chapelle d'Antoine de Bourbon. Et en gros, on trouve également mention de cornets à bouquin, de flûtes allemandes, ce sont les flûtes traversières à l'époque. Tout l'instrumentarium de la Renaissance, c'est pour ça que je vous ai mis aussi ce tableau à côté, se trouve ainsi représenté. Les hauts instruments, les cors, les trompettes, ces instruments que on appelle les cornets à bouquin, qui pouvaient être entendus de loin, c'est pour ça qu'on appelait cela les hauts instruments, et qui pouvaient être utilisés lors des réceptions des souverains, lors des cérémonies officielles, lors des entrées, lors des banquets. Et puis nous avions les bas instruments, je ne vous les remontre pas, avec la sonorité un petit peu plus douce, l'épinette, le luth, également le violon, qui convenait davantage à une pratique privée. On sait d'ailleurs que la famille royale jouait de ces instruments. On sait que Jeanne d'Albret pinçait elle-même le luth. On sait également qu'elle fit apprendre le luth à ses enfants. Alors, on ne sait pas s'ils étaient très doués. Hein, souvent, on peut lire que Louis XIV était un joueur fantastique de guitare, Louis XIII était un danseur exceptionnel, mais bon, vous comprendrez bien qu'on ne pouvait pas forcément non plus dire le contraire du souverain. Bon, là, on ne sait pas si Henri IV savait bien jouer du luth. En tout cas, on sait qu'il a changé régulièrement ses cordes, puisqu'il y a quelques achats de cordes de luth. Catherine de Bourbon, on reparlera aussi un petit peu d'elle, jouait aussi du luth. Elle jouait également de l'épinette, puisqu'on sait que sa mère a fait confectionner une sorte de toile de protection pour cet instrument. Donc, elle faisait jouer aussi ses enfants. Donc, Henri IV pourrait tenir de sa mère et de la cour béarnaise son goût pour la musique
et le souhait ainsi de s'entourer de musiciens. Il faut ici rappeler, à propos de ces éventuelles réminiscences de musique apprise et entendue durant sa jeunesse, une anecdote fameuse qui fait couler un peu d'encre. Cette anecdote est rapportée par Pierre de l'Étoile, mémorialiste que vous connaissez peut-être, et elle montre que lorsque l'occasion se présentait, alors qu'il était converti pourtant au catholicisme, le souverain cédait au plaisir d'entonner les psaumes qui avaient bercé une partie de sa jeunesse et rythmé la vie de cour de sa mère. Ainsi, alors que le souverain rend visite à sa sœur, Catherine de Bourbon, qui est souffrante, il trouve un luthiste du nom de Vauménil qui touchait le luth et jouait dessus le psaume 78. Je cite l'Étoile. Le roi commença de chanter avec les autres, mais Madame de Monceau, sa maîtresse, qui étoit près de lui, l'en garda de poursuivre, lui mettant la main sur la bouche et le priant de ne plus chanter, ce qu'il fit et se tut. Voilà. Alors c'est vrai quand même qu'on n'était pas très loin des guerres de religion, et le souverain, il valait mieux qu'il ne chante pas les psaumes protestants à ce moment-là. Comme l'a souligné Christian Desplat, Jeanne d'Albret, qui ne redoutait rien tant que l'oisiveté et les plaisirs de la cour pour ses enfants, étendit son souci à tous ces sujets. L'éducation de son peuple fut l'un des principaux centres d'intérêt de la souveraine. Elle souhaita offrir à Pau, ou en tout cas dans son fief, la possibilité pour tous d'accéder aux enseignements généraux, non plus seulement de nature religieuse, mais également à la culture, apanage des rares lettrés. Et la musique ne fut pas en reste. Et alors là, on ne l'a pas amené, mais vous pourrez le consulter peut-être aux archives, à la bibliothèque patrimoniale. Vous avez un très beau recueil qui a été fait à la demande de Jeanne d'Albret. Donc la musique ne fut pas en reste, en témoigne la préface de ces lois collégiales de l'Académie d'Orthez. Donc là je cite: L'an 1566, il plut à sa majesté de créer dans son pays un collège où seront admis tant les autochtones que les étrangers, afin de recevoir un enseignement de toutes sciences divines et humaines. Ceci afin que soient formés et reconnus des personnages savants, tant en langue grecque, hébraïque, en théologie, philosophie, arithmétique et musique. Pendant 1 heure, tous les jours, les étudiants apprenaient à exécuter parfaitement les psaumes de Marot, qui ensuite vont être traduits par Arnaud de Salette. Répondant aux principes fondateurs de la Réforme, Jeanne d'Albret avait en effet entrepris de faire traduire les psaumes de David en langue béarnaise, afin que tous aient plus facilement accès à la prière, et la dédicace de cet ouvrage, commandé en 1566, témoigne de la volonté de la commanditaire de permettre à ses sujets de louer Dieu dans leur langue maternelle. Donc je cite, Mon attention principale est d'aider les gens sans culture de notre nation à connaître et à louer la majesté divine. Jeanne d'Albret, qui nourrissait dans son cœur les chansons rythmées du prophète David, voulut dans sa bonté faire part à ces sujets de son bien principal, afin que les paysans, et je souligne, les femmes et les jeunes filles, ne chantent plus chansons folles ou sottes, mais emploient leur voix à célébrer le nom du Seigneur de tous les hommes. Donc même les filles, et ça c'est quand même à noter, ont reçu une éducation dans le royaume de Béarn. Donc je vous propose d'écouter un extrait de ces psaumes rimés en langue béarnaise. Voici le psaume 68. Alors pourquoi j'ai choisi ce psaume 68 ? Parce que je voulais également évoquer le fait que les psaumes ont été utilisés durant les guerres de religion, comme des sortes de chants de revendication. Et le psaume 68 est justement considéré comme le psaume des batailles. On l'a chanté durant la bataille de Coutras, par exemple. Voilà. Donc voici en langue béarnaise ce chant des batailles, ce psaume des batailles.
donc cette chanson religieuse, ce chant sacré qui était les psaumes et qui était également largement diffusé en royaume de Navarre parce que c'était des chants donc vertueux et qui permettaient d'éduquer les mœurs et adoucir les sens. Là, je cite Martin Luther. Donc, on va terminer cette première partie de l'exposé autour de la figure d'Henri IV avec l'évocation de l'art chorégraphique qui eut à Pau, comme dans le reste du royaume, un rôle de tout premier plan. Et puis là, on va faire connaissance, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé, d'un autre personnage. C'est donc la sœur d'Henri de Navarre que vous avez là, c'est Catherine de Bourbon. Alors cette dernière, alors que son frère, devenu souverain de France, va partir guerroyer pour asseoir son autorité, va elle rester gouverner en Navarre. C'est une femme pieuse, elle participe aux exercices pieux que Jeanne impose à tout son monde, comme on l'a vu. Le chant des psaumes rythme la vie de la princesse, mais Catherine de Bourbon n'aime pas seulement les psaumes. Elle aime la musique, elle joue de l'épinette, elle joue du luth, je vous l'ai dit, et elle adore danser. Et la danse, elle ne va bien évidemment pas la découvrir en Navarre, du temps de sa mère, puisque la danse est proscrite par Jeanne d'Albret, parce que corruptrice des sens, voilà, qui conduit au péché. Ce n'était pas possible pour la pieuse Jeanne d'Albret d'autoriser cela. Elle va l'apprendre à la cour de France, puisque les enfants Bourbon vont un temps aussi rejoindre la cour de Catherine de Médicis cette fois-ci. Et elle va adorer la danse. C'est ce qu'il en ressort de très nombreuses lettres qu'elle adresse à son frère. Et ainsi, en 1581, elle se trouve à Agetmo, et voici ce qu'elle écrit. « Monsieur, il ne manque que vous pour que le plaisir soit parfait. Nous ne faisons que danser, nous promener, manger force de confiture et faire de la musique. Je vous supplie très humblement de me faire savoir par ce porteur ce qui vous plaira que je fasse. En attendant, adieu monsieur, car je m'en vais danser, j'entends le violon qui sonne. » Voilà. Donc, Catherine de Bourbon, elle est très pieuse, elle aussi, mais elle va conserver une sorte de juste équilibre. Elle aime bien évidemment la musique parce que elle est, encore une fois, ce qui permet d'être édifiée, d'être éduquée, mais elle aime également la comédie et la danse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui va finalement faire jouer à Pau les premiers ballets de cour du règne d'Henri IV. C'était un genre très très apprécié à la cour des Valois. Les guerres de religion vont bien évidemment mettre à mal ce type de divertissement. Et en 1592, c'est elle, dans la cour béarnaise, qui va permettre à Henri IV d'assister à l'un des premiers ballets de cour de son règne. Elle en organisera 2 autres également en 1593, pas forcément qu'à Pau d'ailleurs, mais le premier est à Pau. Et je voudrais un petit peu insister sur le rôle également du coup de la musique et du ballet de cour, puisque là encore, après ces guerres de religion, il faut que l'autorité royale centralisatrice s'impose véritablement et solidement. Et c'est Catherine de Bourbon qui va en quelque sorte orchestrer cette opération de reconquête idéologique avec l'utilisation du ballet. Le ballet a une dimension didactique, lui aussi, puisqu'il permet d'éduquer les jeunes gens et que ces derniers sachent où se situer dans la hiérarchie, en quelque sorte. Ils apprennent leur rang. Ils apprennent aussi à être de bons et loyaux sujets. Alors, on n'a pas conservé de traces de la musique, comme c'est souvent le cas, hélas, de ces ballets. Par contre, on a les textes, si ça vous intéresse. Et je voulais juste faire un petit parallèle avec cet extrait du Roi Danse de Gérard Corbiot. Écoutez le texte, alors il est sous-titré en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais écoutez ce qui est dit en plus de la musique, et puis voilà, je vous en dirai 2 mots ensuite.
puissance, plaisir, lumière. Encore à l'aube de son feu. Déjà, l'honneur suit la lumineuse trace. Regardez, c'est le prince de Conti. Il est donc entré en grâce. Le roi l'a pris en laisse, oui. Envoyé comme il file d'eau. Dans son sillage, partout le suivent la grâce et la victoire. Par Dieu, mais c'est toute la jeune foule qu'il fait danser. Tous les ennemis d'hier, un fils par famille rallié. L'idée est fort belle. Alors, on retrouve du talent, peste de Florentin. Prenez garde que tout ne s'effondre brutalement. Le roi est la mœurs italiennes. Dommage. La faveur, la renommée et la paix viennent se joindre au cœur universel pour célébrer celui qui, de ses rayons divins, fait régner sur la terre la vie et la lumière. Je coupe un petit peu de manière abrupte. Donc vous avez toutes les allégories qui sont utilisées, donc la vaillance, la magnificence, le courage, donc voilà, tout ça est cité. Mais surtout, ce qui est dit, je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est donc il a mis sous son joug le prince de Conti, c'est ce qui est dit. Et puis également, il fait danser autour de lui un enfant par famille ralliée. Donc voici comment Louis XIV a pu asseoir son autorité grâce au ballet de la nuit dans lequel voilà, il est ici déguisé, costumé sous forme du roi Soleil, le fameux roi Soleil. Mais ça ne date pas de Louis XIV encore une fois, les Valois avaient déjà mis ça en œuvre et on va retrouver également cette même manière de penser sous Henri IV, puisque le ballet de cour est censé mettre en scène, montrer sur scène, mais plus encore mettre en scène l'harmonie céleste. Et quand tout à l'heure dans mon introduction, je vous disais que la musique baroque, c'est aussi un art de l'illusion, ben, l'illusion c'est ça. C'est qu'on a un reflet du ballet des cieux sur les planches du théâtre et les courtisans connaissent chacun leur place, vont déambuler selon des figures chorégraphiques parfois très complexes, mais conformes à la structure d'une société hiérarchisée autour de leur souverain. Et donc c'est à Pau que Henri IV va voir également cela mis en œuvre grâce à l'action de sa sœur. Alors j'ai changé du coup de diapositive un peu tôt. Donc, en petite conclusion sur cette partie, ce qu'on peut du coup retenir, c'est que la musique, comme la danse, joue à cette époque un véritable rôle social, qu'elle soit sacrée ou profane, à l'église ou à la cour, elle doit édifier les membres de la société. Et beaucoup en sont convaincus, certains protestants, des jésuites aussi, et bien évidemment le roi. Le roi est convaincu que la musique éduque, pacifie et élève.
Et on va partir donc maintenant dans le dernier tiers de l'époque baroque à la découverte d'une autre institution paloise dont les objectifs premiers étaient justement de permettre à la société d'avoir accès à la musique et par ce biais-là à la culture. Il s'agit de l'Académie royale de musique. L'Académie royale de musique va être édifiée, va être établie, comme vous pouvez le voir, en 1718. Et elle fait suite à une succession donc d'autres académies qui vont naître. D'ailleurs, Voltaire s'en est ému, il dit depuis Pau jusqu'à Dunkerque que tout sera bientôt académie en France. Et en effet, il y en a déjà une à Bordeaux, constituée en 1707 sous le nom d'Académie des Lyriques, suivie d'une autre académie à Lyon en 1713, puis une à Marseille en 1717. Et donc en 1718, les membres du Parlement de Navarre, associés à un chanoine de l'Escar et à un secrétaire du roi, vont se réunir afin de fonder une académie, mais non pas une académie ordinaire, une académie de musique, où l'on saurait, disent-ils, à la fois créer des plaisirs pour l'esprit et réjouir l'oreille de joyeux concerts. Les académiciens de Pau vont en effet avoir la volonté d'établir un pôle de vie culturelle aux fins de délectation de l'esprit, écrivent-ils dans leur statut, mais aussi d'instruction. Donc ils vont demander au roi en 1720 des lettres patentes que Louis XV va leur adresser. Louis XV qui mentionne d'ailleurs, comme ça on peut un petit peu se vanter, il met en évidence que la ville de Pau est célèbre par la naissance et la première éducation d'Henri le Grand et paraît mériter une société de personnes distinguées qui puissent par eux-mêmes célébrer ses louanges. Voilà. Donc on mérite à ce moment-là d'avoir une telle institution. Alors si vous souhaitez aller vous promener ensuite, sachez que le bâtiment où a eu lieu les activités de la société existe toujours, voilà, dans la rue des Cordeliers. Et il est vraiment le reflet de la manière dont était aménagé cet établissement à l'époque, c'est-à-dire que vous aviez une grande salle au premier étage pour les séances, les concerts, les bals, et le second étage était quant à lui loué des musiciens. Le premier, le rez-de-chaussée, a été réaménagé, on a élevé un théâtre avec des galeries. Voilà. Donc on sait qu'il y avait de la musique parce que peu de choses nous sont restées, mais on sait qu'il y avait quand même dans l'inventaire des pupitres et des instruments de musique comme un violon. Alors, comme le relève l'historien Bartholomé Benassar, je cite, « C'est la mission des riches, celle des seigneurs, des magistrats de la cité que de divertir le peuple. À Pau, ce sont les parlementaires qui sont les plus fortunés, qui sont les plus influents, qui sont les plus cultivés également, et le devoir de spectacle leur incombait de droit. Par le biais de leur mécénat, ces derniers vont contrôler la scène paloise, à commencer par l'Académie de musique. Et cette dernière va être très vite confrontée à un dilemme. Alors, je ne sais pas si vous arrivez bien à lire les articles, les statuts. Je vais vous les lire un petit peu. Article 15. Les habitants de Pau et ceux des étrangers qui s'y établiront, résideront ou y feront des séjours considérables, ne pourront, sans en accepter aucun de quelque rang et qualité qu'il soit, entrer à l'académie les jours de concerts et répétitions s'ils ne sont pas académiciens. Donc en gros, voilà le premier dilemme. Ça s'adresse à tout le monde, quel que soit le rang, la qualité, mais il faut être académicien. Voilà. On peut être quand même invité, convié, mais vous allez voir, c'est quand même restreint. Les étrangers, article 16, ils seront reçus avec les billets que le directeur aura droit de leur donner, pourvu néanmoins que le nombre excède celui de 10 à chaque représentation.
Donc au sein de l'Académie de musique, les parlementaires veilleront à ne pas tellement partager leur prééminence. La porte va rester fermée au plus grand nombre, comme en témoignent certaines délibérations. C'est aussi pour vous amuser un petit peu. Donc M. Dabadi, par exemple, a vu avec quelque douleur violer les statuts en y voyant entrer des habitants de la ville qui ne sont pas académiciens. Il a été de fait unanimement délibéré que les statuts seront exécutés à la lettre. Voilà. Donc il y en a qui ont essayé de resquiller, mais très rapidement, on a interdit. Alors les femmes sont présentes, néanmoins, mais pour autant, pas toutes, puisque on accepte les mères, les femmes, les filles ou les sœurs des académiciens. C'est les seules exceptions. Ainsi, on le voit, l'Académie va s'enfermer dans une contradiction. Comment peut-elle associer les Palois à ses travaux et à ses plaisirs en choisissant de faire une sélection si élitiste? Comme l'a relevé Christian Desplat, au cours des premières années de son existence, l'Académie de musique fut bien l'instrument d'une trahison du devoir de spectacle. On va quand même parler musique, néanmoins. Et on va d'abord parler de ces musiciens qui vont être des Palois et qui vont ainsi entrer un peu par la petite porte au sein de l'Académie, puisque l'article 22 le prévoit. Les personnes qui se présenteront au concert avec des talents propres pour l'exécution de quelques parties de musique ou par leur voix ou par des instruments, y seront admises avec l'approbation du directeur. Donc certains membres de la bourgeoisie des métiers ou de la noblesse paloise, amateurs de musique, vont réussir à entrer dans ce cénacle si convoité en prêtant leur concours au concert de l'Académie. Donc je vous ai mis en exemple l'engagement d'un maître perruquier, Samson, qui sera flûtiste, il joue de la flûte traversière. Nous avons également le sieur Loiseau, marchand orfèvre de la présente ville, qui sert gratuitement à l'orchestre de l'Académie et qui va même supplier l'Académie de devenir musicien honoraire. Voilà. Alors ce qu'on relèvera quand même, c'est que du coup, cette institution est attractive a priori, puisque vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont essayer d'y rentrer. Et puis on a aussi, ça c'est pour vous faire un petit peu sourire aussi, c'est amusant, certaines recrues locales qui ne vont pas réussir à rentrer, tout simplement parce que elles n'ont pas un bon niveau musical. Alors l'Académie va même s'engager un temps à les aider pour les améliorer. Donc voici un exemple, c'est Madame Camille qui fut engagée à la charge pour elle de prendre un maître de musique pour se fortifier dans le chant. La dite demoiselle va refuser d'assister aux répétitions et donc elle va être renvoyée. Voilà. Alors néanmoins, bien sûr, nous avons essentiellement au sein de l'Académie de musique de Pau des professionnels qui vont recevoir des gages assez confortables. En tout cas, qui sont complètement comparables avec ce qui se passe dans d'autres académies. On a des musiciens qui vont être payés entre 120 et 450 livres par an, et c'est ce que l'on retrouve un petit peu aussi dans l'Académie de Nantes, à Lyon ou à Bordeaux aussi. Alors la difficulté majeure, c'est que les registres qui nous sont parvenus ne nous permettent pas véritablement de savoir combien de musiciens il y avait par saison. On a trace seulement de rares musiciens, mais là encore je les ai relevés parce que ça montre encore une fois l'attractivité de cette académie. On a par exemple une famille entière, la famille Bail, qui vient à l'Académie de Pau. Auparavant, elle a été à l'Académie de Toulouse. On a également une famille originaire de Toulon qui va venir également à Pau. On a également un violoniste de Lisbonne. Voilà. Donc ça montre encore une fois que Pau était vraisemblablement au centre d'une trajectoire de circulation, parce qu'on sait maintenant que les musiciens baroques ils voyageaient beaucoup. De Naples, ils allaient à Parme, ils revenaient à Paris, ils allaient à Toulouse, voilà, ils voyageaient beaucoup.
Mais Pau va être une sorte d'étape pour les musiciens. Et donc on pourrait presque retracer un petit peu, donc c'est surtout vers le sud, Marseille, et puis également sur la ligne qui conduit à l'Espagne et au Portugal. Voilà. Donc on voit quand même qu'on a des musiciens qui vont essayer de s'attacher à cette académie, et ça c'est assez intéressant tout de même. On a même un musicien qui vraisemblablement serait venu avec Marianne de Neubourg, exilée à Bayonne, et puis qui va faire étape à Pau, et qui va vraisemblablement rester un certain temps au sein de cette académie. Alors comme je vous l'ai dit, hélas, on ne connaît pas très bien ces musiciens, on ne connaît pas non plus très bien par saison ou par année la constitution de l'orchestre, mais il y a par contre une piste que l'on suit plus facilement, c'était les musiciens liés à la cathédrale de l'Escar. Parce que dans les académies, on trouvait également des musiciens qui n'étaient pas seulement et exclusivement des musiciens de musique sacrée, mais qui pouvaient aussi venir prêter main forte dans ce que l'on appelait les concerts. Alors c'est pas du tout une caractéristique paloise, hein, on trouve ça aussi à Bordeaux, à Nantes, etc. Mais on sait notamment que certains chantres, l'organiste également de la cathédrale, sont venus renforcer, prêter main forte à l'académie. Et du coup, quand on parle là encore de musique, hein, j'ai pratiquement fini, je voulais vous faire entendre une petite œuvre de François Couperin. Nous sommes en 1714, donc j'ai choisi ça parce que comme ça c'est pratiquement la même période, et c'était aussi pour vous faire bien entendre que il y avait une réelle porosité entre le monde sacré et le monde profane. Dans les églises, on entendait aussi des instruments de musique. Dans les églises, il y avait également une esthétique assez proche de l'opéra qui était mise en œuvre. Donc on est proche de Pâques, on est bien avec la seconde leçon de Ténèbres. Juste un petit extrait. Pour ceux qui ne sont pas très habitués, viol de gambe et violoncelle. Vous avez les deux. Donc le plus clair, c'est la viole de gambe, et le plus marron, c'est le violoncelle. Luth et orgue. Voilà, donc vous pouvez entendre, hein, on est très proche de l'esthétique de l'opéra, et néanmoins c'est bien dans le cadre du sacré. Donc ça c'était pour illustrer cette possibilité pour les musiciens de jouer tant à la cathédrale qu'au concert. Mais que jouait-on à l'Académie de musique de Pau? Voilà, ça c'est la dernière question qu'on va se poser. Alors on sait qu'à cette époque, dans les académies en général, en province plus généralement, c'est-à-dire également sur les théâtres de société, le goût musical suivait celui de Paris. Paris, c'est toujours l'exemple, c'est toujours la référence. Nous sommes sous Louis XV à ce moment-là, et nous avons encore des musiciens anciens qui sont à la mode. On jouait du Lully encore, on jouait du Desmarets, on jouait du Campra, mais on ne les jouait plus avec une mise en scène, ces opéras. On les jouait sous forme de concerts, ce qu'on appelait aussi les spectacles de fragments,
C'est-à-dire qu'on entendait un air ou deux d'un opéra qu'on mêlait à un autre opéra. On en faisait un spectacle en quelque sorte nouveau, un pot pourri, si on peut dire, d'airs que l'on associait également avec des pièces instrumentales, et on va en écouter à la fin de cette présentation, des sonates et des duos. Alors on a conservé les inventaires du coup de l'Académie, et on y trouve exactement voilà, ce que je viens de signaler, c'est-à-dire des opéras de Lully, Amadis, Armide, Roland. On a également des cantates de Clérambault, des sonates de Corelli, c'est un tout petit peu plus ancien. On a également des pièces de viol de Marin Marais. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait cette petite sélection aussi de CD. On apprend également que certains musiciens engagés, dont Monsieur Bayle, dont j'ai parlé tout à l'heure, vont pouvoir faire des copies de certaines de ces pièces. Et du coup, voici une pièce qui est très certainement de la main de Bayle. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que on a retrouvé il y a très peu de temps à la Bibliothèque patrimoniale de Pau un ensemble de partitions qui vient de l'Académie de musique d'On. Et il y a un collectif académique attaché au CMBV qui également l'a mis en lumière. Et étant donné qu'on sait que Bayle a été engagé pour la copie d'une partition d'Ompale, la voici, vraisemblablement. La voici. Et ça, c'est une des pistes voilà, les plus sacrées que l'on ait. Dans ce fond, on peut trouver d'autres indices. Vous avez ici la couronne sur certains des recueils. Pardon. Et vous avez également un exemplaire du Parnasse François de Titon du Tillet qui figure parmi les académiciens étrangers. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être accepté en tant qu'académicien, même si on était étranger, et Titon du Tillet l'est vraisemblablement, puisqu'il offre cette dédicace à l'Académie. Voilà. Donc, beaucoup de partitions également, et ça c'est un autre indice, portent les noms des musiciens. Donc, on sait, Prospero, je n'ai pas dit son nom tout à l'heure, mais c'est le fameux musicien qui nous vient de Lisbonne. Voilà. On a Mademoiselle Bayle, pardon, c'était la fille, Marianne. Vous avez également sa signature. Voilà. Donc, vous avez certaines partitions qui, a priori, c'est pas une signature réelle, très simple peut-être, mais en tout cas, voilà, ça a appartenu, peut-être ont-ils travaillé sur ces partitions, et du coup, leur nom figure sur ces manuscrits. Et puis, du coup, ça nous permet de connaître un peu plus, et un peu mieux encore, le goût de cette académie et de ses académiciens. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que là encore, elle répondait au goût de l'époque, des fragments d'opéra, des cantates françaises, des airs italiens, des motets, des sonates ont pu être conservés. Je voulais vous en faire entendre certaines, des petits extraits. A été conservée notamment la partition de la gamme en forme de petit opéra. C'est une œuvre de Marin Marais. Il est alors âgé de 67 ans et l'œuvre est composée en 1723. Donc l'Académie, ça démarre en 1718, je vais le redire, elle s'arrête en 1744. Donc qu'il y ait ce type de partition dans ces fonds, ça veut dire quand même que certes, elle jouait les partitions du passé, mais elle jouait aussi des partitions très contemporaines. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Et donc on va en écouter un petit extrait. C'est une pièce pour violon, viol et clavecin qui n'est pas totalement novatrice, mais on notera que c'est parmi les premières compositions de musique en trio.
Et des œuvres de compositeurs moins connus font également partie de la collection, à l'instar de Giuseppe Valentini. Il y a également un CD qui vous attend si vous le souhaitez. On a de lui au sein de la collection une sonate en trio là encore, et puis cette symphonie par il Santissimo Natale. Il n'y a pas de nom sur la partition, mais on peut l'identifier assez aisément, hein, encore une fois. Donc c'est un compositeur qui n'a pas connu la notoriété, voilà, autant de notoriété que Corelli, Vivaldi ou Locatelli, mais sa contribution à la musique baroque n'en est pas moins remarquable, et c'est pour ça que je voulais vous la faire écouter comme dernier extrait. Donc c'est en 1744, comme je vous l'ai dit, que l'Académie décide de supprimer entièrement les concerts, libérée de ce qui est devenu pour elle un véritable fardeau. Les académiciens ne vont néanmoins pas abandonner leur projet initial, hein, celui de proposer à leur ville, à ses habitants, voire à la province, des divertissements utiles. Ils développèrent les activités littéraires et scientifiques, vont organiser un concours annuel, des conférences, une bibliothèque publique va même également être ouverte. Et en ce qui concerne la musique, il faudra attendre la création d'un nouvel orchestre, celui de l'Hôtel du Gation, l'arrivée de chefs d'orchestre tels que Brunel pour entendre à nouveau la musique résonner à Pau, dans les salons de l'hôtel, mais aussi sur la promenade des Pyrénées, dans le kiosque du parc Beaumont. Alors c'est une autre histoire, j'aurai plaisir à vous la raconter une autre fois. Merci beaucoup.